Bonsoir, rebonsoir. Direction tout d'abord le Cateau au Cambrésis où un festival met en avant des personnes en situation de handicap. Et vous allez le voir que la peinture occupe une place très importante au cœur des ateliers. Reportage Alain Méry et Flight Blue Mover. Tu as rencontré des singes qui parlent. Leurs œuvres sont accrochées au mur du musée Matisse, pétillantes de vie, de couleurs. Leurs auteurs sont tous en situation de handicap, comme Alexandre, 13 ans et demi, qui s'est passionné depuis quelques mois pour la peinture. Il y a les enfants qui viennent au musée faire des choses, des tableaux, comme Herbin, Matisse ou... Comme Alexandre, Pauline souffre de troubles moteurs et si pour nommer sa peinture aérienne, elle s'exprime encore avec des lettres. Qu'est-ce que ça représente? C-I-R du cirque. Son sourire en dit long sur son plaisir d'exposer. Tous ces enfants viennent de centres médico-sociaux du Cambrésis. Pour préparer le festival Handy Arts, durant 8 mois, ils ont participé à des ateliers comme celui-ci. Ça leur apporte au départ, mais en fait la conscience corporelle, la conscience de soi, d'utiliser la main comme un outil. Le déficient moteur en fait a des problèmes de préhension, tandis que la personne qui est déficiente intellectuelle a plus cette difficulté d'imagination. Et c'est cette cohésion entre les deux qui fait qu'on arrive à avoir de si belles œuvres. 1, 2, 3, L'art et le handicap au musée Matisse, on connaît 25 ans déjà que le musée collabore avec l'IME. C'est une aventure humaine et c'est vraiment ce qui nous plaît. C'est-à-dire que quand on a les retours des enfants qui ont aimé les ateliers, qui ont vraiment pris plaisir et qui sont fiers finalement de leur réalisation, là est la récompense. Depuis 3 ans, le festival Handy Arts met en valeur le travail de ces enfants. Cette année, 150 œuvres sont exposées dans différents lieux du Cambrésis pour jeter un regard différent sur le handicap. Demain, à partir de 16h15, Samedi et vous sera en direct de Berck-sur-Mer pour les 29e rencontres internationales de cerfs-volants. Et on va découvrir des choses très étonnantes. Par exemple, certains utilisent les cerfs-volants pour prendre des photos. Laura Lévy, Sergio Rosenstro. C'est un système de prise de vue radiocommandé qui utilise un système de stabilisation mis au point dans les années 1910 par Pierre Picavet. C'est un système à base de ficelles. Ici, nous allons utiliser la surface portante du cerf-volant pour tracter un câble. Et sur ce câble, nous allons installer un appareil photo qui lui va être radiocommandé. José vole par procuration. Son appareil photo est relié à un écran. Il peut suivre chaque ondulation de son cerf-volant, le diriger entre les oiseaux ou les hélicoptères. Les conditions idéales, c'est un petit vent régulier de 15-20 km/h qui nous emporte l'appareil photo à 100-150 mètres d'altitude. Mon sujet de prédilection, ce sont les fortifications de Vauban que je photographie depuis 25 ans. Aujourd'hui, météo correcte, José réalise des clichés du fort Risban, protecteur du port de Calais à l'époque de Louis XIV. José a une vingtaine de cerfs-volants choisis en fonction du vent. Électronicien de métier, il s'est formé à l'aérophotographie au contact d'autres passionnés, une technique ancestrale. Dans les années 1888, il y a un photographe de la Bruyère dans le Tarn qui un jour a vu un papillon qui se maintenait immobile face au vent. Ceci lui a donc donné l'idée de placer un appareil photo au cœur d'un cerf-volant. Voici le premier cliché pris par cerf-volant. La suite de l'histoire s'écrira à Berck-sur-Mer. Berck est devenu vraiment le berceau de l'aérophotographie par cerf-volant au temps de la belle époque. Et le festival de Berck, actuellement, lui rend un grand hommage. Comme tous les ans, José sera sur la plage de Berck ce week-end. Il tiendra un stand de cours de photos aériennes, les pieds dans le sable et toujours la tête en l'air. Direction Montreuil-sur-Mer à présent et on va voir que certaines pâtisseries ressemblent vraiment à des bijoux grâce au cake design. C'est une tradition, une tendance qui nous vient de Grande-Bretagne. Corinne Sala et Nathalie Eberer nous en disent plus. Je suis pâtissière cake designer. C'est-à-dire, je fais des gâteaux
et ensuite je les décore en fonction des événements, en fonction des envies des clients, tout simplement. Et dans la famille gâteau, il y a le Tower Cake, celui qui raconte une histoire, celle de Cendrillon par exemple, et le Wedding Cake, à étage, pour une occasion particulière. À chaque niveau une saveur, Marie-Amélie en propose une quinzaine. Chaque pièce est ensuite recouverte de pâte à sucre. Il faut bien lisser le gâteau pour que la pâte soit bien à plat. Enlever toutes les petites bulles d'air, parce que sinon après ça fait des grosses bulles et avec l'air ça fait un peu exploser la pâte, donc ça la fissure. Et après il y aura le poser sur l'autre gâteau. Il y a 2 ans, la jeune femme passe un CAP de pâtisserie et se forme petit à petit au cake design. Tout un art né au XVIIIe siècle en France, avant qu'il ne s'exporte vers la Grande-Bretagne et les États-Unis. Chaque création nécessite une semaine de travail. Ça mêle du dessin, puisque oui, il y a croquis, ça mêle du design aussi. Chaque gâteau est différent, toutes les personnes qui viennent sont des personnes très différentes, avec des attentes très différentes. Donc c'est très très rare de tomber sur 2 fois le même gâteau à reproduire dans l'année. Son nouvel atelier a désormais pignon sur rue. Ma femme? Ces Britanniques sont séduits. À 7 € la part, Marie-Amélie fabrique ses pièces uniques sur commande. Et tous vos souhaits peuvent être exaucés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le retour de l'info régionale, c'est bien sûr demain à partir de midi. Très bonne soirée, bon week-end. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.